Sur la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, Adama Barrow prête serment cet après-midi à Dakar. Le nouveau président de la Gambie n'a pu le faire dans son pays pour des raisons de sécurité. À l'ambassade de la Gambie à Dakar, tout a été mis en œuvre pour le déroulement de la cérémonie. La coalition contre la guerre en Gambie invite les chefs d'État de la CEDEAO à privilégier la solution diplomatique. Vous entendrez Maître El Hadj Diouf à ce propos. L'essentiel de cette édition est consacré à la Gambie, mais dans l'autre actualité, retenez le sit-in et la grève de la faim des médecins en spécialisation. L'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. L'ONU menace, suite à l'attentat meurtrier de Gao, des sanctions contre ceux qui feraient obstacle aux accords et au processus de paix au Mali. La situation en Gambie préoccupe les organisations des droits de l'homme au Sénégal. Le Congad craint une crise alimentaire. Statut et sa torture au Burundi, Human Rights Watch vend la mèche et sonne l'alerte, s'interroge également sur ceux qui sont derrière ces jeunes proches du président Nkurunziza et qui sèment la terreur au Burundi. Il y a également la forte actualité sportive avec le deuxième match du Sénégal contre le Zimbabwe. Sodekam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Vous allez présenter le journal de la CAN aux alentours de 12h à 30 minutes. Bienvenue. Nous allons parler donc de la deuxième journée de la poule B, les Lions du Sénégal face aux Warriors du Zimbabwe. Un match difficile selon l'entraîneur des Lions, Aliou Cissé. Même si les Lions partent favoris, les Warriors comptent jouer crânement leur chance du moins. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial, cher Tidiane Diagne. On aura aussi un derby maghrébin qui va opposer l'Algérie à la Tunisie avec Georges Licante qui retrouve son ancienne équipe. La présentation des affiches avec Migui Maram Ndiaye. L'analyse c'est l'affaire de Momar Thioune. L'histoire donc de cette rencontre Zimbabwe-Sénégal avec Abdoulaye Diaw et souvenir de Cannes avec l'un des Lions de 2002, Amara Traoré. La chronique du jour, vous pourrez la suivre vers 12h25. Il y aura également la presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le fait bien particulier, le président de la Gambie, nouvellement élu, prête serment à Dakar cet après-midi à l'ambassade de son pays dans la capitale sénégalaise. C'est sans doute pour des raisons de sécurité. Sur place ce matin, l'heure était au dernier réglage avec la gendarmerie qui veille au grain. Reportage à l'ambassade de la Gambie à Dakar. Mohamed Ali Mouba. C'est une petite bâtisse d'un étage carrelé de bas en haut, coincée entre villas cossues dans le Ngor. Deux arbustes d'un vert foncé, encadrés comme deux garde-corps, la petite porte qui donne presque directement sur le bâtiment. Ici, portes et fenêtres sont closes. De loin, on a l'impression d'être en face d'une demeure déserte, inhabitée. Ce matin, les visiteurs peuvent facilement se perdre dans les dédales de ce bâtiment, presque au milieu de nulle part, si quelques visiteurs n'étaient pas venus occuper la devanture sur presque toute la rue donnant sur la route de l'aéroport. Leurs véhicules sont alignés. Ici, c'est la gendarmerie qui tient le premier rôle. Balai incessant de ces hommes de tenue qui, en véhicule 4x4, qui en moto, ils se concertent par petits groupes sous la direction du gouverneur du palais et du chef du protocole, Bruno Yatta. Le directeur général de la RTS, Racine Talla, et le chargé de la communication du président de la République, El Hadj Kassé, côte à côte suivent ce qui se prépare. Adama Diop est gambien. Il est heureux d'assister à ces préparatifs de prestation de serment de son président. Moi, je suis gambien. Je devrais prendre normalement le vol pour Banjul ce matin pour assister à la prestation de serment de notre nouveau président. Mais finalement, on m'a dit que cela se fera à Dakar et je vais assister à cette prestation de serment, Inch'Allah. C'est la volonté populaire, l'élection de Barrow. People is what should be respected. À 16h, le président nouvellement élu, Adama Barrow, devrait prêter serment dans cette ambassade très exiguë du reste.
Mohamed Ali Mouba, c'est hier à minuit que la présidence de Yaya Jammeh a pris fin. Et la CEDEAO avait bien dit que s'il ne quitte pas le pouvoir, il y aura une intervention militaire. Ce qui n'a pas été fait cette nuit, d'où le petit soulagement des réfugiés des populations de Séléki, localité frontalière à la Gambie. Mais l'incertitude qui règne dans ce pays fait penser aux réfugiés au risque de prolongement de leur séjour au Sénégal. Reportage à la frontière sénégalo-gambienne Lamine-Ba. Séléki, ce matin, la vie suit son cours normal. À la psychose d'une intervention militaire en Gambie fortement agitée cette nuit, s'est substitué un sentiment de sérénité et d'espoir chez les centaines de Gambiens qui ont fui leur pays pour s'abriter ici. La question du départ de Jammeh ne se discute pas selon notre interlocuteur, mais il souhaiterait que cela se fasse sans coup de feu. Un autre garçon élève au lycée sénégalais de Banjul est du même avis que son compatriote, mais s'il va dans le même sens que son prédécesseur, c'est parce que le candidat au bac qu'il est a le souci de son avenir en cas de déstabilisation de son pays. Ah bon, intervention militaire. Dans les ateliers, le travail se passe normalement. C'est parce que les craintes de la veille ne se sont pas réalisées, nous dit ce mécanicien que nous avons trouvé dans son atelier ce matin. Les Gambiens sont certes loin de leur pays, mais ils sont bien au fait de l'évolution de la situation. Ce qui veut dire à Mamadou Aliou Diallo qu'il est contre la prestation de serment de Barrow au Sénégal. Pour lui, ce n'est pas le Sénégal qui a élu Barrow, mais plutôt la Gambie. Tout compte fait, le prolongement de l'incertitude en Gambie va influer sur la durée du séjour des réfugiés, ce qui risque d'accentuer la galère des familles d'accueil, nous dit ce Sénégalais qui héberge chez lui une trentaine de citoyens gambiens. L'inquiétude, c'est que les réfugiés vont rester encore, donc les charges dans les familles, on ne sait pas à quand maintenant ce problème sera réglé. Lamine-Ba, depuis Séléki à la frontière avec la Gambie, pour la radio Futur Média. Les troupes de la CEDEAO ont démarré leurs opérations en Gambie, un terme militaire qui suscite la confusion chez certains. D'après un expert en sécurité, le démarrage des opérations est différent du démarrage des hostilités. Pape Sané souligne que démarrer les opérations signifie le processus de préparation de l'intervention militaire. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogou Diène. Dans le contexte d'une intervention militaire, il y a des paramètres à prendre en compte. Bon, dans un premier temps, il faut établir le contexte. Dans un deuxième temps, établir la chronologie. Et enfin, déterminer les moyens et les objectifs de la mission. Donc, quand on parle d'intervention ou de début des hostilités, c'est deux notions différentes. Parce qu'une intervention, elle se prépare. Elle se prépare selon le triptyque que je viens de donner tout à l'heure, c'est-à-dire le contexte, la chronologie et la détermination des moyens et des objectifs. Donc, pour ce qui se passe actuellement en Gambie, nous devons concevoir et comprendre qu'il s'agit d'une préparation de mission en vue d'une intervention. Concernant les préparatifs, les délais sont différents en fonction des causes pour lesquelles les armées se sont levées pour intervenir. C'est-à-dire s'il s'agit par exemple d'un cas d'une extrême urgence, c'est-à-dire par exemple qu'il s'agit d'un cas où la vie de plusieurs milliers ou de millions de personnes sont en péril, là les délais d'intervention sont plus courts par rapport à la situation actuelle qui est en train d'être vécue en Gambie. C'était les précisions de Pape Sané, expert en sécurité. La coalition contre la guerre en Gambie s'oppose à une intervention militaire. Elle appelle les chefs d'État de la CEDEAO à la raison et à privilégier la solution diplomatique. Écoutons à ce propos Maître El Hadj Diouf. Il est le coordonnateur de cette coalition. Il est avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous sommes en train de nous battre pour que la guerre n'ait dans le monde. Et plus particulièrement chez nous. La Gambie, c'est le Sénégal. La coalition contre la guerre en Gambie, la CCGG, se battra et est en train de sensibiliser le monde entier pour éviter l'idiotie. Une guerre est idiote. Non, nous sommes pour la paix. Mais est-ce que pour des élections en Gambie, est-ce qu'on doit brandir la force pour régler le problème? Maintenant, je me félicite vraiment
des derniers développements, les gens commencent à savoir raison garder. Est-ce que maintenant à minuit, on est en train d'attaquer des l'intox. On est en train de monter les populations gambiennes qui quittent la Gambie par milliers pour se réfugier au Sénégal et à Guinée-Bissau. Mais regardez-moi ce tort qu'on a causé à cet État. Et le Sénégal ne va pas entrer en guerre sans l'accord de l'Assemblée nationale du Sénégal quand même. Moi, j'ai appris qu'il y a des coloniales qui vont actuellement qui sont sur le front. Mais est-ce que l'Assemblée nationale a délibéré pour envoyer nos troupes en guerre? Mais, maître, il faut préciser que les troupes sénégalaises peuvent bien intervenir parce qu'elles ont mandat de la CEDEAO. La CEDEAO n'a aucun mandat pour faire la guerre. Vraiment, le texte de la CEDEAO, c'est la communauté économique, c'est l'économie. C'est pas la communauté militaire. La CEDEAO, c'est une communauté économique. On ne parle même pas droit. Mais il ne faut pas le droit et paix. J'aime la paix. J'invite tous les peuples d'Afrique à aimer la paix, à faire fêter mutuellement et à ne pas prôner la guerre. Le député Omar Sarr souhaite une intervention rapide en Gambie avec peu de dégâts. D'après le coordonnateur du groupe pour la refondation de Réumi, la CEDEAO doit intégrer la donne selon laquelle Yahya Jammeh n'est pas un homme normal. Omar Sarr a fait cette déclaration lors d'une tournée politique à Louga. Abdoulaye Sambou. Nous sommes dans le cadre d'une refondation depuis maintenant plus d'une année. Abdoulaye Sambou que nous allons tout de suite retrouver. Il nous parle donc de la position d'Oumar Sarr qui souhaite une intervention rapide en Gambie avec peu de dégâts. Correspondance. Des victimes et des dégâts dans l'option militaire qui se précise de plus en plus en Gambie. C'est le vœu du coordinateur du groupe des refondateurs du Réumi en tournée dans le département de Louga. Oumar Sarr. Les dégâts qu'une intervention militaire causerait au niveau de la Gambie serait, quelle qu'elle soit, quand même dommageable pour aussi bien la Gambie que le Sénégal. L'option militaire qui est irréversible, qu'on fasse en sorte qu'il y ait moins de dégâts, qu'il y ait moins de victimes, que la mise en place du nouveau président, son intronisation, quand même dure le moins de temps possible. Selon Oumar Sarr, le président Yahya Jammeh ne joue pas totalement de ses facultés mentales. Il demande alors à la CEDEAO d'inclure cette donne pour épargner les populations civiles dans leur stratégie d'intervention. Yahya Jammeh, je ne crois pas qu'il possède tous ses moyens mentaux. Il a beaucoup de défis à relever sur le plan mental et je ne voudrais pas que l'autorité qu'est la CEDEAO mette en péril le reste de la communauté en jugeant Yahya Jammeh comme étant un homme normal. Je pense que tous ces excès, tout ce qu'il fait, les psychologues doivent savoir qu'il a des problèmes en tout cas sur ce plan-là. Le coordinateur du groupe des refondateurs du Réumi encourage les bonnes volontés qui s'activent aux côtés des autorités dans la prise en charge des réfugiés qui affluent en masse au Sénégal. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. Pour clore cette large page consacrée à la Gambie, la situation humanitaire est devenue préoccupante dans les villages sénégalais frontaliers à la Gambie qui sont envahis par des milliers de réfugiés. La nourriture commence à manquer, les conditions sanitaires déplorables. L'on craint une épidémie. Écoutons à ce propos le chef du village de Touba de Tambacounda, Wishkeba Dramediata, au micro de la Minba. Oh, le village est vraiment bondé de réfugiés. Et pratiquement c'est depuis le 30 décembre qu'on a commencé à avoir les premiers réfugiés. Et depuis le 30 décembre jusqu'à ce jour, chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveaux arrivages. Avec les moyens du bord, parce qu'on n'a pas reçu d'aide de part que ce soit. On se débrouille avec les moyens que nous avons. Nous avons des problèmes parce que, vous voyez, dans cette famille, il y a des familles où il y a environ 60 personnes. Une famille qui est conçue pour 15 à 17 personnes, ils ont 60. Donc nous avons des problèmes. Problèmes d'assainissement, des douches et les toilettes qui sont conçues pour 4, 5 personnes, c'est là pour 20 personnes. Nous avons des problèmes. Les couchettes aussi, c'est la même chose. C'est à 2 chambres à coucher ou 3, maximum 3 chambres à coucher, c'est à une trentaine de personnes. Donc nous avons d'énormes problèmes, d'énormes difficultés. Cette année, surtout nous, on n'a pas récolté, il n'y a rien du tout. On n'a pas à manger, on n'a pas de riz, on n'a pas récolté de riz, niébé un peu, l'arachide, la même chose, on n'a pas récolté. Le riz du tout. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. 12h14 partout au Sénégal. Sit-in des médecins en spécialisation devant le ministère de la Santé. L'accès aux locaux leur a été refusé par les forces de l'ordre. Malgré tout, ils ont fait savoir qu'ils ne bougeront pas. Ces médecins
spécialisation, réclament le paiement de leur bourse de plus d'une année. Et puis une prise en charge, entre autres, Sornana Tambay. La scène est assez perturbante. Devant le ministère de la Santé, il y a presque autant de blouses blanches que d'uniformes de police. Après plusieurs minutes de négociation, le message du commissaire est clair. Tous les médecins grévistes ne pourront pas entrer. Dr Abdoulaye Kane, président du collectif des médecins en spécialisation. On voulait communiquer d'abord avec les gens, mais de toute façon, on va essayer d'entrer dans ce ministère parce que c'est là-bas qu'on va rester pour ne pas manger. Par la force. De toute façon, on va utiliser les arguments et les moyens utiles pour entrer dedans. Ces médecins sont restés plus d'1 an sans percevoir leur bourse. Pourtant, leur ministère de tutelle leur avait fait des promesses suite à un accord. Les accords étaient, la première chose, de payer 20 personnes parmi nous les 12 mois de l'année 2016. Et ensuite, au mois de décembre, que la commission d'attribution se réunisse pour établir et pour ensuite donner suite le reste, les 109 qui restent de la liste des 89 personnes. Paradoxe, ces docteurs n'ont aucune prise en charge médicale. Nous sommes dans les hôpitaux, c'est nous qui faisons des gardes, les consultations, les opérations, tous les actes médicaux, c'est nous. Mais quand quelqu'un est malade parmi nous, tu n'as pas la possibilité de se faire soigner dans l'hôpital où tu donnes à chaque fois, à chaque garde, au moins 300 000, 1 million ou bien 2 millions. Le sit-in doit être suivi d'une grève de la faim et les médecins y tiennent. Ils ne comptent que sur leur bourse pour vivre, soigner et étudier. Tout cela en même temps. Aujourd'hui, on est en sitting, on avait fait des sittings et aujourd'hui, on va continuer la grève avec une grève de faim jusqu'à ce qu'ils nous payent nos bourses. La réaction du directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, son Ibrahima Soukandela Diouf. Les médecins en spécialisation ne peuvent pas parler de dû puisque l'octroi des bourses n'est pas obligatoire. En ce qui concerne la prise en charge médicale, les non-fonctionnaires ne peuvent pas en bénéficier. Malgré tout, le ministère reste ouvert au dialogue. Ibrahima Soukandela Diouf est avec Sornana Tambay. C'est une question très simple. L'année dernière, dans le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il n'y avait pas d'inscription pour de nouvelles bourses. Donc, toutes les demandes qu'on a reçues n'ont pas fait l'objet d'une satisfaction. Et je précise que c'est des demandes. Donc, quand quelqu'un vous demande, si vous avez de l'argent, vous pouvez lui donner. Mais si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas donner. La ligne budgétaire qui servait à prendre en charge ces bourses-là ne permettait pas de prendre de nouvelles bourses. Et je vous dois ajouter que tous les anciens boursiers ont continué l'année dernière, en 2016, à percevoir correctement leurs bourses. Maintenant, les nouvelles demandes, on ne pouvait pas les satisfaire parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour engager de nouvelles demandes. En tout cas, je défie quiconque parmi ces étudiants de venir m'opposer un papier sur lequel le ministère a dit « oui, je vous octroie cette bourse ». Mais ce ne sont pas des agents de l'État, ce sont des étudiants en spécialisation. Les prises en charge, c'est pour les agents de l'État, ce qui impute sur le budget de l'État. On les appelle imputations budgétaires. Donc, je ne vois pas comment on doit pouvoir les prendre en charge si ce n'est l'université ou l'enseignement supérieur. Parce qu'ils dépendent de l'enseignement supérieur. Je suis descendu pour leur demander de venir avec moi discuter. Ils veulent tous entrer. Vous comprendrez que dans ces conditions, il n'y a pas de discussion. Si on veut une discussion fructueuse à la sortie de laquelle on a des solutions. On ne peut pas prendre tout ce monde-là pour faire une discussion. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Nous parlons football dans ce journal avec la Coupe d'Afrique des Nations de foot au Gabon. Le Sénégal joue ce soir à son 2e match contre le Zimbabwe. Rencontre bien sûr déterminante puisqu'en cas de victoire, les Lions seront qualifiés pour les quarts de finale. Et nous avons en ligne notre envoyé spécial à Franceville, cher Tidiane Diagne. Bonjour cher. Bonjour à vous Antoine Diouf. Nous sommes à quelques heures de la rencontre Sénégal-Zimbabwe. On fait tout de suite le point. Oui, la rencontre Antoine Diouf, c'est à 20h heure locale, 19h à Dakar. Un match important, vous l'avez dit tout à l'heure. Une victoire qualifierait en tout cas le Sénégal pour les quarts de finale, chose qui n'est plus arrivée depuis quelques années. Donc un match important entre le Sénégal et le Zimbabwe. C'est vrai, hier on a pu voir le sélectionneur national en compagnie de Kalidou Koulibaly en conférence de presse ici même au stade de Franceville. Le discours est le même, le Sénégal doit compter sur ses propres forces en tout cas pour franchir ce cap, mais le savent, ce sera
pas un match aisé, puisque le Zimbabwe est en confiance après ce nul improbant, décroché face à l'équipe de l'Algérie. C'était donc un match d'ouverture. Donc pour ce qui concerne un petit peu les individualités aussi, le Sénégal se prépare en tout cas à les contenir. Il y a naturellement, le numéro 10 de l'équipe adverse, et aussi il y a Diat, celui-là qui évolue au Mamelodi Sundowns, qui a remporté récemment donc la Ligue des Champions avec cette équipe sud-africaine. Donc des jeux à surveiller comme le lait sur le feu. Oui. Aussi la faiblesse en tout cas de la défense sénégalaise a été évoquée, notamment sur les flancs, puisque vous savez c'est une équipe portée en tout cas sur les flancs. Il faudra très certainement bloquer à ce niveau pour se tirer d'affaire. Alors, cher Tidiane, est-ce que vous avez des indiscrétions par rapport au 11 de départ? Bon, vous savez, Antoine, tout est bloqué à ce niveau. Vous savez, l'équipe est logée, disons, à plus d'une trentaine de kilomètres de Franceville. Nous sommes à Franceville, eux, ils sont à Bongoville. L'équipe s'est bunkerisée, même par moment pour prendre des sons, c'est très difficile. Tant il y a, disons, la sécurité qui vous empêche quand même à la limite de faire votre travail. Seule maintenant la CAF qui a accrédité donc les journalistes peut permettre, disons, aux journalistes d'accéder à l'information. Et c'est souvent lors des conférences de presse ou alors à la veille ou alors au lendemain, disons, d'une rencontre qu'on a jouée. Donc là, on a la possibilité d'aller à l'entraînement, de s'approcher. Et même en le faisant la fois dernière, on a vu seulement que 12 jours sénégalais, il s'agissait de ces remplaçants, mais aussi de ceux-là qui étaient sur le banc lors de la première rencontre. Donc par nombre de Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, entre autres, pour vous dire en tout cas l'environnement qui se vit actuellement autour de la tanière. Oui. Donc difficile d'accéder à la tanière, mais retenez que pour l'essentiel, hier on a pu voir au moins le sélectionneur national et Kalidou Koulibaly. Ils se sont prononcés sur la rencontre et ils sont tous confiants en tout cas pour la suite. Maintenant l'autre information qu'on a eue ce matin, il s'agit du 12e Gaïndé qui a quitté Dakar pour rejoindre donc le Gabon. Ils sont arrivés depuis hier soir donc à Libreville, mais malheureusement ils ne pourront pas suivre le match puisqu'ils sont coincés. Il n'y a pas d'avion pour venir ici ce matin donc à Franceville. Donc la seule solution c'est de prendre donc le train et il vous faut faire 12 heures de temps pour accéder donc dans cette ville. Pour vous dire un tout petit peu l'étendue de la distance qui sépare Libreville à Franceville, Antoine. Cher Tidiane Diagne, merci. D'autres échos relatifs donc à la CAN dans le journal de Sodetiam. La suite de ce journal, c'est dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Antoine. Situation critique en Gambie, le Congad sonne l'alerte. Le Congad s'inquiète de l'afflux des réfugiés de la Gambie. L'ONG craint une crise alimentaire et même humanitaire. C'est dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Synthèse du document avec Daouda Diouf. C'est après avoir constaté que des vagues de population fuient la Gambie pour entrer au Sénégal que le Congad alerte. L'ONG constate que suite à la crise politique au pays de Yahya Jammeh, des milliers de réfugiés se dirigent vers le Sénégal. Le Congad lance un appel à toutes les organisations non gouvernementales, membres et non membres du Congad à se mobiliser pour faire face à ces situations difficiles sans précédent dans l'histoire des peuples gambiens et sénégalais. Ces organisations sont appelées à secourir, assister les réfugiés et porter la voix contre la guerre. Le Congad sonne l'alerte pour que la situation des personnes déplacées ne se transforme en crise humanitaire pour soulager les familles d'accueil et pour prémunir le Sénégal des problèmes qui pourraient entraîner l'arrivée massive de populations désœuvrées. Le Congad appelle le gouvernement du Sénégal et la chaire à se concerter en urgence en y associant toutes les bonnes volontés afin de trouver une solution à cette crise précaire. Binta, le Conseil de sécurité de l'ONU a réagi à l'attaque meurtrière de Gao au Mali. Tous ceux qui feront obstacle au processus de paix au Mali seront sanctionnés. L'ONU ne badine pas avec les fauteurs de troubles et leur a clairement signifié cela. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni d'urgence après l'attaque sanglante survenue hier à Gao, la 7e région administrative du Mali. Migui Maram Gaye. L'attentat suicide perpétré à Gao hier a du goût des Nations Unies. Pour cause, il visait des combattants de groupes armés signataires de l'accord de paix signé en 2015. L'Organisation des Nations Unies n'exclut pas de passer du poing sur la table. Le chef de l'opération de maintien de la paix de l'ONU a soutenu le principe de sanctions ciblées contre ceux violant le cessez-le-feu et menaçant le processus de paix. Hervé Latsou va même plus loin. Si la situation sécuritaire continue à se détériorer, il n'y aura plus de paix à maintenir au Mali. L'Organisation des Nations Unies a déployé 13 000 ce pays. Il risque d'être perturbé, selon le patron de la MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif, l'absence de soutien. Le délai prévu 2 mois entre le retrait de 7 hélicoptères
néerlandais fin février et le remplacement par des Coréens allemands constitue un réel obstacle. Une réunion spéciale des pays est prévue par le Conseil de sécurité afin de mobiliser plus d'équipements. Ramjaï, qui a fait plus de 50 morts, armés ayant signé l'accord de paix avec les autorités maliennes, le groupe terroriste algérien dirigé par Bel Mokhtar a revendiqué cette attaque de Gao. Au Burundi, les miliciens du président Nkurunziza épinglés par l'ONG Human Rights Watch. Ces miliciens Antoine Diouf appartiennent à la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Selon l'ONG américaine Human Rights Watch, ces proches du président Pierre Nkurunziza ont tué et brutalement torturé des dizaines de personnes dans tout le Burundi ces derniers mois. Dans son rapport publié aujourd'hui, Human Rights Watch dénonce ce qu'elle appelle l'impunité à l'égard des jeunes du président Nkurunziza et qui font la pluie et le beau temps au Burundi. Terminé avec ces accidents graves qui sont survenus tout à l'heure en Italie. Une avalanche a touché un hôtel, plusieurs morts également à Téhéran, en Iran, où un immeuble de 15 étages s'est effondré. C'est tout, Antoine, pour cette page internationale. Merci Binta Diallo pour cette page inter. Oui. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, Abdoulaye Ndiaye. Avec Yaya Jammeh, on assiste à un bégaiement de l'histoire, à un de ces actes que l'on croyait révolus dans cette partie de notre continent. Mais rien d'étonnant à propos d'un personnage qui s'inscrit dans la pure lignée de petits sergents putschistes, ceux qui, faute de pouvoir habiter une fonction présidentielle, choisissent de régner par la terreur. Voilà en effet 22 ans qu'il tient le pays d'une main de fer, ces goulags remplis d'opposants politiques et membres de la société civile. Combien en sont-ils sortis indemnes et combien plus nombreux y ont laissé leur vie? Seule l'histoire pourra en déterminer le nombre quand il s'agira de faire l'inventaire de ces années de cruauté. Et pourtant le peuple gambien, à l'image de son frère sénégalais, fut un des plus pacifiques dans cette sous-région. Qui ne se souvient pas du Land of Peace, terre de paix, refait d'une chanson des années 70, célébrant sur les ondes des radios un hymne à la vie dans ce pays. Nous étions sous l'ère du président Diawara, à l'esprit patriarche, doublé d'un bon père de famille. C'est vrai que l'histoire, c'est un moment emballé avec la tentative de coup d'État de 1981, suivi un an plus tard par la mise sur pied d'une confédération sénégambienne. Elle fut à notre avis une idée lumineuse du président Diouf et aurait pu être la solution sénégalaise à l'équation Gambie. Mais de coups de bluff à manque de volonté politique, d'atermoiement à refus de respecter un pacte confédéral côté gambien, il fallait arrêter des institutions tournant à vide, coûtant très cher à Dakar. Les deux pays n'en ont pas moins maintenu des relations de bon voisinage. L'avènement de Yaya Jammeh en 1994, suite à un coup d'État, signe le début qui nous semble nourrir une sorte de complexe à l'endroit de notre pays. Les bonnes dispositions manifestées à son égard par trois présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal n'y feront rien. Autant ils ont été respectueux de la souveraineté de ce petit pays à l'intérieur du Sénégal, au nom du principe africain d'intangibilité de frontières héritées de la colonisation, autant Jammeh n'a cessé d'agacer par son comportement versatile. Aujourd'hui, mais le repli diplomatique voulu et entretenu, ou la sorte de glacis à l'africaine qu'il s'efforce de faire de la Gambie, ne pourront résister à la volonté de changement exprimée dans les urnes par le peuple gambien. Partir serait pour lui une formule de sagesse face à un compte à rebours qui, in fine, pourrait lui être fatal. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Crise en Gambie, entre balais diplomatiques et solutions militaires, ça a manœuvré de bout en bout pour empêcher les forces de la CEDEAO de sauter sur Banjul. Le quotidien constate que Fodé Kaba 3, toute la presse et les opinions de l'Afrique tout entière attendaient hier le démarrage de l'opération qui devait installer Adama Barrow sur le siège duquel le peuple a éjecté Yaya Jammeh. Hier à minuit 00, Fodé Kaba 3 n'avait pas encore été lancé, mais il n'est pas dit que Barrow et ses collaborateurs n'auront pas pris possession de State House à Banjul avant la tombée de la nuit d'aujourd'hui.
c'est que pour l'observateur, le président mauritanien a réussi un coup de maître diplomatique. L'homme aurait convaincu Jammeh de lâcher prise avant de venir dans la nuit noire rendre compte au président Macky Sall et Adama Barrow à Dakar. Il ressort de cet entretien que Barrow va prêter serment aujourd'hui en territoire gambien. L'on ajoute que la sécurité sera assurée par les forces de la CEDEAO. Pour le moment, on flou entoure l'avenir du dictateur. Vox Populi résume l'une des journées les plus longues de la Gambie. Adama Barrow, investi aujourd'hui chef d'État de ce pays, Jammeh la faim. Enquête note que le dictateur n'a plus le choix, la paix ou la guerre, à lui de choisir. Le confrère assure avoir aperçu des véhicules qui transportaient du matériel logistique, du génie militaire et du soutien médical prêt à en découdre. Et Jammeh est plutôt mal barré puisqu'il ne peut plus en découdre. Selon les Échos, il n'y a plus d'issue pour Yaya Jammeh. Soit il cède le pouvoir et cherche un pays d'accueil, soit il est délogé par la force. La diplomatie ayant parlé en vain, la force a pris le relais. Hier, c'est au camp Dial Diop que les chefs d'état-major des armées de la sous-région se sont réunis pour mettre la dernière main sur l'opération. Nigérians, Togolais, Nigériens et Sénégalais ont peaufiné les stratégies pour venir à bout de Yaya Jammeh de manière chirurgicale, c'est-à-dire en s'en prenant à lui et à lui seulement, à moins qu'il y ait des résistances qui seront anéanties le cas échéant. Selon enquête est plutôt mal barré puisqu'il ne peut plus visiblement compter sur son armée sous-équipée et marginalisée. Même sa milice ou sa garde prétorienne a fini par agiter le drapeau blanc. Le Semga Ousmane Badji de soutenir, il s'agit d'un différent politique. J'aime mes hommes, je ne vais pas les impliquer dans une guerre stupide. Conséquence, remarque les Échos, Jammeh dans un cercle de feu. En Gambie, c'est la guerre s'exclame. Réumi quotidien, le Nigeria a envoyé 200 hommes et des avions au Sénégal. Le Sénégal a présenté de son côté un projet de résolution à l'ONU, des milliers de touristes évacués. Le général François Ndiaye aux commandes de ses forces terrestres. Le journal de se demander quid de la Guinée ou de la Mauritanie aura l'honneur d'accueillir le dictateur. En tout cas, pour le moment, insiste le journal, Yaya Jammeh est sur les traces de Kadhafi. En attendant, annonce l'AS. Près de 3000 réfugiés sont recensés uniquement à Kaolack et il manque de tout. Et puis sport CAN 2017, deuxième sortie pour les Lions face aux Warriors du Zimbabwe. Un match de tous les enjeux puisqu'en cas de victoire, les protégés de Cissé s'ouvrent le chemin des quarts de finale. Course vers le quart, s'exclame l'observateur. Nous sommes déterminés, lance Aliou Cissé. Nous sommes favoris, répond son homologue du Zimbabwe. Henri CV annoncé dans le 11 de départ. Pour le Soleil, il faut bien négocier le virage. Bon lecture. Mohamed Ali Mouba, merci. Avant de boucler cette édition, Alassane Samba Diop, bonjour. Bonjour Antoine. Il y a du nouveau sur la Gambie. Oui, les choses semblent s'accélérer. Le Conseil de sécurité de l'ONU va voter ce jeudi un projet de résolution en faveur d'une intervention militaire de la CEDEAO en Gambie pour assurer la passation de pouvoir dans ce pays où l'élection d'Adama Barrow le 1er décembre est contestée par le président sortant selon des diplomates. C'est eu de dépêche de l'agence France Presse. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, 15 pays, a demandé à maintes reprises au président gambien sortant Yaya Jammeh de respecter les résultats de l'élection du 1er décembre en quittant le poste qu'il occupe depuis 22 ans. Mais il refuse toujours de reconnaître la victoire d'Adama Barrow dont l'investiture est prévue aujourd'hui. Donc le Conseil de sécurité aujourd'hui va voter un projet de résolution en faveur d'une intervention militaire de la CEDEAO en Gambie pour assurer la passation de pouvoir. Hier, il y avait une réunion qui avait été convoquée au Conseil de sécurité par le Sénégal pour que la CEDEAO puisse intervenir. Elle ne pouvait pas intervenir militairement si elle n'avait pas un mandat de l'ONU. Donc, visiblement, on va vers cette obtention de mandat qui permettra à la CEDEAO d'intervenir militairement en Gambie. Très bien, merci. El Hadj Alassane Samba Diop pour ces informations sur la Gambie, la météo avant le rappel des titres. Le ciel sera passagèrement nuageux sur le pays ces prochaines 24 heures. Les températures journalières resteront assez élevées et maintenant ainsi une chaleur sensible sur la quasi-totalité du territoire. Les maxi de température vont évoluer entre 25 à Dakar et 35 à 38 sur le reste du territoire. Le rappel des titres. Adama Barrow prête serment cet après-midi à Dakar. Le nouveau président de la Gambie
n'a pas pu le faire dans son pays pour des raisons de sécurité. À l'ambassade de la Gambie à Dakar, tout a été mis en œuvre pour le déroulement de la cérémonie. La coalition contre la guerre en Gambie invite les chefs d'État de la CEDEAO à privilégier la solution diplomatique. Nous étions à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. À Séléti, la cause qui habite les populations a baissé d'intensité, mais la situation humanitaire est préoccupante. L'essentiel de cette édition donc a été consacré à la Gambie. Et dans l'autre actualité, retenez le sitting et la grève de la faim des médecins en spécialisation. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Al-Ndiassé, réalisation El Haj Ndiogoudjen. À 13h, El Haj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est le journal de la Cannes. Sodetiam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Et c'est parti.